marche? Qu'est-ce que je fais dans le verre? C'est bon? J'ai l'impression que ça va Ouais. pas. Ça- C'est les chacals. Des shakos, enfoiré. Qu'est-ce qu'ils sont. Ils ont été. Bon, on est en live, alors je vais pas être joli, hein. Ils ont été très mauvais. Mais pas non. D'accord. Hmm. Je m'en suis rendu compte là dans la. Antonin, enculé. Ah non, puisque on est en direct. Oh, Eh oui, putain, fais chier. oui. Faut dire que tu es un idiot. On te l'a dit il y a 8 secondes à peu près. Attention, vous êtes ouvert. Ouais, Ouais. j'oublie vite. Oh. Plus de spectateurs que de gens qui font l'émission. Oui, ça peut être cool, mais sinon, c'est pas grave. Bah, tu sais, moi, je fais pas ça pour la fame. Je fais ça pour le plaisir. Pour le plaisir, pour le plaisir. Pour l'amour du jeu, l'amour du rubis. Non, mais en vrai, à cause de vous, je me suis piqué au jeu, vraiment. Je regarde les résultats, je regarde les matchs. Ah, moi aussi, Voilà. hein. Bah, obligé en même temps. Sinon, c'est compliqué. Tu peux mentir, hein, mais disons que ça se voit un peu plus sur le rugby américain que sur le top 14 quand tu mens. Faut pas trop faire illusion, quoi. Ouais. Des signes de gang. Salut à tous. Salut à tous, on est complètement à la bourre et c'est ma faute. J'espère que vous allez bien. On est de retour pour une nouvelle émission sur la MLR, la Major League Rugby, épisode 2 de notre MLR chaud, CHO évidemment, puisque on est aussi analphabète. Vous l'entendez rire derrière moi à mes immenses bêtises. C'est eh bien l'un des habitués de cette émission, puisqu'il est là pour la deuxième fois en deux émissions. C'est un 100%, c'est Mo, c'est magnifique. Il est là. Voilà, le casting complet de cette émission. Pierre Amiche, qu'on a donc entendu rigoler. Comment vas-tu? Ça va très bien, surtout depuis qu'on a viré Bétou, là. J'en pouvais plus de lui, donc voilà, là, ça va super. On embrasse Cyprien. On Et pas embrasse Pierre Thévenet, Cyprien. par contre. Lui, on Normalement, l'embrasse pas. alors aujourd'hui, normalement, vous n'allez pas vous figer dans tous les sens. Normalement, je dis bien normalement, vous allez rester à vos places respectives. Euh, J'espère qu'il y aura moins de problèmes. Même si oui, Adri, si tu peux te décaler un petit peu, a priori. Ouais, mais j'étais en train de me dire, je suis pas dans la fenêtre. Ça, je me Ouais. décale. Parce que Ah, tu. Viens dans celle de Pierre, sinon. attends. Ouais, j'essaye là. Je suis bien là. Ouais, quasiment. Ouais, Non? t'es très très bien. C'est que je suis un peu en décalé en fait. Du coup, je vois pas bien. Tu vois pas quoi? Du coup, Qu'est-ce qui je comprends. C'est trop long, c'est trop long. Voilà, je vous le dis, c'est trop long. Il y en a bon, qui ont un allez. train à prendre, c'est trop long. Ouais, on va aller très vite parce que certains ont un train à prendre. C'est important, évidemment, d'avancer de toute façon, puisque on va aller très très vite. On va regarder déjà le programme qui nous attend aujourd'hui sur cette émission. Il y avait des gros matchs Anthem, Houston, Dallas, Los Angeles, Nola Gold, Seattle.
Chicago, Old Glory, Miami, Utah. Et je vais profiter de ce premier match du coup pour te saluer Adri parce que je t'ai pas dit bonjour du coup. Euh, Ah, salut. Salut. Anthem Houston parce qu'on va commencer directement avec les chats-sabres. Avant toute chose, évidemment, on embrasse Cyprien qui n'est pas là, évidemment, qui est enregistrement a priori aujourd'hui. Seattle sera donc nul cette semaine puisqu'il n'est pas là, c'est annoncé. Anthem Houston, ça va être le premier match. Je rappelle que dans le chat, vous pouvez nous donner vos questions, poser vos questions, donner votre avis. Réagir à ce qu'on dit, on peut dire beaucoup de bêtises, ça arrive. Par contre, il y en a qui font pas beaucoup de bêtises, tu seras d'accord avec moi, mon cher Adrien, c'est les chats-sabres qui sont très très solides depuis le début de la saison. Très, très en forme, hein, les chats-sabres, en effet. Faut compter sur eux, un match totalement déséquilibré déjà, hein, avec le premier de la conférence Ouest contre le dernier de la conférence Est. Et ça a commencé fort, hein, d'ailleurs, pour Houston, comme on peut le voir. Numéro 13 et du centre, mais qui était titulaire d'ailleurs, hein, il faut le souligner. Énorme turnover, hein, toujours chez les Chats-Sabres. Là, c'est Lourix van der Scheif, un nouveau Sud-Africain, hein. On sait que le Ils ont vivier que ça. sud-africain est ultra important. Ah, ils ont que ça, ils ont que ça. Mais voilà, hein, là, c'est Lourix van der Weich qui va aplatir dans l'embut. C'est trop simple, hein, pour les Chats-Sabres sur cette première période. Là, on retrouve un peu les mêmes instigateurs avec notamment Alatimou là qu'on voit pénétrer voilà sur cette défense d'Anthem. On va vite écarter le ballon avec le numéro 9 et là voilà pénalité, hein, c'est le numéro 8, hein, qui se sort pas du ruck, Michael Mahfou. Donc il est pénalisé et ensuite Jay Renton, hein, le demi de mêlée néo-zélandais qui va aplatir entre les perches. À l'ancienne. Ça part de 7 en avant, voilà, ça part de 7 en avant, ben, complètement évitable, hein, d'Anthem. Et ça finit voilà, ben, entre les perches pour Jay Renton. Ensuite, donc ça fait 19-3, 28e minute de jeu. Et c'est de nouveau Houston qui est à l'attaque. On peut écarter rapidement sur l'aile. On croit qu'on va écarter sur l'aile. En fait, avec Gia Latimou qui remet à l'intérieur pour l'essai de Jérémy. Alors, je ne veux pas écorcher son nom, Misaï Legalou. Jérémy Misaï Legalou, qui était à l'aile pour cette fois-ci, qui joue centre d'habitude. Euh, donc là, à la mi-temps, ça fait quand même 33-3, hein, sur la première mi-temps. Donc mi-temps à sens unique. Bonus à la demi-heure, je crois. Bonus à la mi-temps, ouais, bonus à la mi-temps, vraiment une mi-temps à sens unique. Et donc, on a une équipe de Houston qui lève le pied pour la seconde mi-temps, clairement. Et on a deux essais quasiment qui se suivent du coup au retour des vestiaires pour Anthem. Ce sera pas suffisant. On voit notamment cet essai là d'Aljibouri en bout de ligne avec une sautée vraiment presque à l'aveugle là, du numéro 10, Rangadira Vaitoka, qui joue d'habitude à l'aile. C'était son premier match en numéro 10. On voit que ça a trop perturbé, hein. Là, il met une sautée magnifique, hein. On a pu le voir sur le deuxième essai d'Anthem. Donc voilà, ça fait finalement, fin du match, ça fait quand même un score de 33, 33-18. J'ai plus le score, 33-18. Donc voilà, ce sera pas suffisant pour Anthem. Mais on voit une équipe des Chats-Sabres encore, hein, extrêmement sûre de ses forces, avec beaucoup de turnover. Ça, c'est quand même assez fou, hein, chez les Chats-Sabres. C'est que on parlait la dernière fois avec Pierrot, hein, du fait que voilà, il pouvait être lourd, etc. Sauf qu'on voit que, enfin, ils ont énormément de turnover à chaque match. C'est la politique de Heineken Meyer. Il fait énormément tourner. Ils pouvaient compter notamment sur leur arrière en début de saison, Davy Kutzer, qui avait fait 7-8 matchs. Là, on voit que ça fait 3 semaines qu'il n'est pas là et il est parfaitement remplacé par Drew White à l'arrière, là, qui a encore mis un essai sur ce match. Je pense que ça peut compter dans les playoffs parce qu'ils y seront clairement. Ils étaient sur 10 victoires enfin 10 victoires l'année dernière. Ils sont déjà à 9 cette saison, les Chats-Sabres. Donc je pense que ça peut être vraiment une saison franchement très bénéfique pour eux. Ce sera leur troisième playoff de suite et il faudra compter sur eux parce qu'ils ont évité les blessures et ils vont être très reposés à mon avis pour ces playoffs du coup avec tous les turnovers. Très très bon match des chats-sabres, on l'a vu, assez facile face à Anthem. Mais on vous a pas montré tous les essais parce que il faut quand même qu'on vous montre plein pot le cinquième essai de Houston.
Pour tout vous dire, c'est Pierre qui m'en a parlé avant que je le voie de mes yeux. Et du coup, je vous lance la vidéo de cet essai. On va le regarder, vous allez le découvrir avec nous. On va parler de cette défense à la toute fin de l'action. Ça part normalement, c'est basique hein, sur le début. Voilà, ça pile et Jusque-là, tout va tout. bien. Voilà, exactement. Puis, bon, ça se rapproche, etc. Et puis, voilà, on parallèle. Et là, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce que. Je sais pas ce qu'il Il y a fait. quand même un mec, il a voulu défendre avec l'épaule droite sur un mec qui vient épaule intérieure. Il y a 0% de Ouais, de chance de dos, hein. l'arrêter. Il a réussi Il à a plaquer essayé avec de le le dos, plaquer de quoi. dos, quoi. Ouais, il a essayé de le J'ai- plaquer j'ai- avec le dos. Mais au fond, tu vois, moi, quand j'ai vu cet essai, je me suis dit: «Putain, mais qu'est-ce qui branle?» Et en fait, quand tu réfléchis, finalement, c'est pas tant Thomassi Alossio qui est responsable, hein, sur cet essai. Bon, après, il fait aucun effort. Il y a un 2 contre 1 et en fait, ça glisse super mal parce que en fait, ils envoient un leurre, hein, mais c'est Aldjibouri qui oublie un peu de glisser et finalement, il défend pas du tout sur le 2 contre 1. Il y a un 2 contre 1, mais il se dit en effet: «Ouais, bon, ben, bah, je laisse tomber du coup». Enfin, il a laissé Non, Drouin, il allait mais aplatir. il y a deux façons de Ouais, dis-moi? défendre, de toute façon. Il y a deux façons de défendre à ce moment précis. Il y a le 2 contre 1 qui est joué. C'est soit tu fermes les yeux, t'envoies l'épaule comme un boucher. Et de toute Ouais, façon, voilà. là, je te parle pas d'anticipation, parce que là, de toute façon, c'est mort. Hein. Tu es à 3 mètres de ta ligne. Mais il faut au moins essayer quelque chose. Soit t'envoies l'épaule comme un boucher en fermant les yeux, soit à ce moment-là, il veut se mettre un peu plus de face. Et il faut viser le ballon avec la tête, tu vois, au moins que tu essayes de faire quelque chose. Tu sais, que tu vises la zone vraiment, que tu l'impactes, tu vois. Mais là, j'ai jamais vu un Ah non, mec mais se il fait pas retourner au l'effort, hein. contact, quoi. C'est fou. Tu vois, là, ah bah non, enfin, merde, bon, tant C'est pis. extraordinaire. C'est C'est extraordinaire. fou. Ouais. C'est le charme Ouais, de la bon MLR, après, t'en as parlé la semaine dernière. Hein. il est strappé au genou, peut-être qu'il a une douleur, il n'a pas très envie de défendre parce que tu es quand même avec une équipe qui a paumé tous les matchs depuis le début de la saison, t'as pas forcément envie de partir au sacrifice alors que tu es mené de 35 points contre les Chasses-Sabres. Il y a plein de facteurs qui C'est font sûr. que bon, il a dû se dire, de toute façon, ça change rien. Mais c'est vrai que ce genre d'image-là, j'avais jamais vu, même à tout petit niveau, quoi. J'avais dit à l'entraînement quand les mecs sont en jogging, quoi, tu vois, mais sinon, j'avais jamais vu ça, quoi. N'hésitez Ah pas bah, à nous clairement. donner. Après, comme je disais, moi, je trouve que dans un premier temps, il est quand même bien abandonné par sa défense et par Aldjibouri qui glisse pas du tout, quoi. Après, du coup, il fait pas l'effort, mais c'est pas lui qui Bon, est le premier responsable pour moi. disons que c'est un ensemble. Hein. De toute façon, chez Il Anthem, est c'est un. responsable, mais pas Ouais. coupable. Exactement, très bonne Bah, de toute référence. façon, Anthem, c'est la pire défense, hein, depuis le début de ce championnat. Si je m'abuse, je crois qu'ils ont encaissé 300, non 400 même. Je veux pas dire de conneries. Par match, hein. Je l'avais Points noté, par ouais, match. Hein. ils ont encaissé en tout 454 points. Ouais. Ils ont une différence de -263 et ils ont pris 70 essais cette saison Anthem. C'est la plus mauvaise défense, c'est la plus mauvaise attaque et c'est aussi la plus mauvaise équipe tout court en termes de résultats. Bon, Ouais. Après, alors, 70 essais en il 11 y a un matchs. background. Hein, c'est que cette équipe a été créée de toutes pièces par la MLR qui n'avait que hum, 11 équipes avec le forfait de New York. Ils ont créé un petit peu cette équipe. Ils sont allés piocher un petit peu chez toutes les équipes et les mecs qui étaient sous contrat avec la MLR, parce qu'il y a des contrats MLR. Et voilà, résultat des courses, bon, ça fait une équipe qui est arrivée, qui s'est créée genre peut-être un mois ou un mois et demi avant le début du championnat. Ça partait de zéro, c'était évident que ça allait pas marcher. On n'est non. pas vraiment Et puis, surpris. Et puis bon, bah. t'as trois internationaux dans l'équipe, quatre en comptant Turnbull qui est le capitaine, mais par rapport à certains réservoirs d'autres équipes où il y en a 15 ou 20 qui ont des caps, là on est très très loin de ça. Hein. Je veux dire, Tomasi Aloisio, c'est pas un indiscutable des Samoa. Même un Picotoa qui est un bon pilier, il joue pas beaucoup en plus. Bon, bref, c'est pas une bonne équipe. C'est la plus Ah, mauvaise. Tout court. il y en a qui seront appelés avec les Eagles, ça, on en parlera tout à l'heure, mais il y en a 2 ou 3 qui seront appelés avec les Eagles quand même. Mm. C'est vrai qu'il y en a qui se rappellent sur Eagle. Alors, bonjour à The Mookie qui vient de me dire qu'a priori on m'entendait pas trop. J'ai un peu augmenté. En même temps, c'est pas moi le plus important. Hein. Moi, je dis que des saucisses. Donc, de toute façon, c'est pas très grave. Anto nous demande s'ils peuvent encore avoir des ambitions au classement. Bien évidemment, non. On sera tous d'accord autour de
de l'ordinateur, pas de la table. Il n'y Ouais, a rien à clairement espérer. pas. De toute façon, ils en avaient pas déjà dès le début. Et j'avais pas vu Franck Vialet qui nous dit bonjour du Cantal. Voilà, mais du coup, bonjour depuis le Cantal. Merci de nous suivre. Merci d'être nombreux. On espère que vous prenez du plaisir. On va passer au deuxième match. Il y en a des matchs un peu plus importants, on va dire, en termes Attends, de. j'avais une histoire. J'avais une histoire à raconter, Rémi. Tu vas trop vite. Raconte ton histoire, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave. C'est juste que c'était le premier match de l'arbitre Amelia Luciano et je vous parle d'elle parce que c'est une cador en fait. Elle est arbitre comme ça à haut niveau, mais c'est surtout qu'elle a une tête bien faite. Elle a été étudiante à Yale et donc c'est la quatrième plus grande fac américaine. C'est juste en dessous de Harvard, la MIT. C'est monstrueux. Et elle est doctorante en pharmacie. Elle est chercheuse et elle combat notamment le cancer. Ça fait donc elle est chercheuse doctorante dans une université du Massachusetts. Elle a déjà signé une trentaine de publications. Elle fait partie du programme de développement du haut niveau pour le rugby féminin de World Rugby. Elle a été coachée notamment par Alain Roland. Elle a déjà arbitré au haut niveau du côté féminin. Et d'ailleurs, elle raconte que le premier match international qu'elle a disputé, c'était un Australie-Japon. Et qu'au moment du coup d'envoi, comme le match était diffusé sur la Fox, elle s'est dit qu'elle allait vomir parce qu'elle avait été hyper stressée. Et elle a eu le déclic en se disant, mais en fait, c'est que du rugby, il n'y a rien de grave. Et je voulais juste dire que sur le match, elle a été excellente. Et bon, j'y reviendrai aussi un peu plus tard. Ça n'a pas été le cas de tous les arbitres ce week-end. On va en parler des Et arbitres. c'est chouette pour le rugby féminin, mais surtout le rugby tout court, d'avoir des arbitres qui soient capables de passer d'un genre à l'autre, parce que les règles sont les mêmes et que le niveau de l'arbitrage ne peut que progresser grâce à ça. Et ça me donne l'occasion de souligner qu'il y a une arbitre française qui est aux portes de ce genre de transfuge. C'est Aurélie Groiselot qui est de chez moi, Tout qui à est de fait. Maran. Donc voilà, qui pourrait peut-être, en tout cas je lui souhaite, arbitrer Pro D2 et Top 14 chez les garçons. Elle en a largement les capacités. Il me semble avoir vu au moins sur la touche lors de matchs de Pro D2. Oui, Hein. oui, mais elle n'a pas encore été arbitre centrale. Ok. Bah écoute, Voilà, très bien. Bah, numéro c'était, un, ça. Mais c'est- voilà, l'histoire a été super c'était sympa et elle a été célébrée par la MLR. la MLR qui est un vrai laboratoire hein, pour World Rugby parce que il y a notamment, on en parlera, le carton rouge, Sur les règles. les nouvelles Ouais. règles, ils instaurent les nouvelles, enfin ils font infuser les nouvelles règles au sein de la MLR et si ça fonctionne pas, bah ils passent à autre chose ou alors ils le font passer au plus haut niveau. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté laboratoire. Adri, toi, tu trouves c'est plutôt cool d'avoir la possibilité de le tester grandeur nature sur un championnat comme ça. Ah ouais, ouais, bah, c'est surtout, on l'a dit, hein, c'est vraiment un réservoir pour le rugby et un laboratoire, mais c'est l'occasion, pour des jeunes, beh, comme on le voit, beh, pour des jeunes, du Pacifique notamment, de Pékin, mais aussi, récemment et cetera. C'est l'occasion en vrai pour World Rugby de faire plein d'essais et aussi, pour les jeunes de se créer des armes finalement pour ensuite, mais peut-être intégrer après des championnats un peu plus évolués. Mais c'est aussi l'occasion, je pense, pour le rugby américain de se développer en vue de la prochaine coupe du monde et pourquoi pas, du coup, de créer un engouement peut-être aux États-Unis autour de ça. Après, c'est vrai que c'est un sport, on le disait la dernière fois, quand même encore très mineur aux États-Unis et ça va être compliqué de le faire exister, je pense. Mais il y a des moyens qui sont mis en place. Alors, question hein, dans le chat, est-ce qu'il y a beaucoup d'arbitres féminins au rugby de manière plus globale? Là, je me retourne vers toi, Pierre. Non, c'est assez rare, Euh, pas chez les mecs, de toute façon. Bah, il y en a deux femmes qui sont des pionnières, parmi lesquelles Holly Davidson, qui a déjà arbitré dans le Six Nations. Et puis la première qui l'avait faite, c'est, attendez, que je vous dise pas de conneries. Ce Euh, serait pas la première. Comment? Ce serait pas la première fois. Non, mais bon, autant donner une réponse. C'est Joy Neville, voilà, qui a pris sa retraite en plus là récemment, qui a aussi arbitré chez les hommes. Donc ça existe, mais oui, ça reste extrêmement marginal. Ouais, mais ça Parce continue à se que, développer. Ouais, bah, vas-y, finis. ouais, non, juste parce qu'aujourd'hui, former des arbitres, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est déjà très compliqué, parce que bah, ça demande du temps, ça coûte de l'argent et ça rapporte que dalle. Donc quand même, il y a des arbitres, c'est des sacerdoces. Hein. Au niveau de l'arbitrage français, il y a ne serait-ce que 5 ans, il y avait que 5 arbitres professionnels et au total 11 qui étaient payés. Il y a des arbitres top niveau qui sont juste défrayés. Donc bah, imaginez ça
c'est une fédération plutôt aisée. Euh, Imaginez ça, par exemple, du côté gallois ou irlandais. Il y a 3 arbitres top niveau et le reste, c'est à la traîne, peu importe le genre, peu importe que ce soit des garçons ou des filles. Donc, c'est pas facile de former des arbitres. Ouais, ouais, là c'était le petit point important. Voilà, sur l'arbitrage, c'est vrai que tu as bien fait de mettre en lumière Mrs. Luciano qui a donc arbitré ce Anthem Houston. On va cette fois passer au deuxième match. Cette fois, ils arrivent beaucoup plus tôt, mon Pierrot. Évidemment, tu le sais, les Chacos! Les Chacos de Dallas. Ouais. On fait exprès de dire les Chacos, je préfère les gens, évidemment. Quatrième, dernier qualifié à l'Ouest, qui en plus accueille LA, donc dernier de la conférence. C'était logiquement l'occasion rêvée pour bien prendre des gros points. Mais ils sont tombés bien sur l'homme de la semaine, mon cher Pierrot. Sur le papier déjà c'était du velours, hein, mais attention ça pique les yeux, on est à Dallas, Infâme, le ça terrain. commence avec horrible. Ça commence avec une merveille avec Vaughan Isaacs qui se trouve complètement, Eaton qui retrouve son capitaine, Neil Saunders qui a une super histoire que je vous raconterai un autre jour, et Ben Strong, le talonneur qui pousse au pied et qui va marquer. Faut dire que Dallas va marquer 2 fois avant de se faire littéralement traverser la tronche par un groupé pénétrant et un essai de Jason Dam. Petite subtilité aussi à Dallas, c'est le seul endroit où on ne voit pas les coins. Et je vous expliquerai pourquoi. LA va prendre un carton rouge et Dallas va marquer avec Samuel Tuifua. À ce moment-là, moi perso, je me dis c'est terminé. Les Chacos, ils vont leur rouler dessus, ils vont reprendre le match en main et ils vont même mener 26-19. Et en fait, bah non, parce que notre copain Juan Pablo Saiz, qui est donc international argentin, va prendre un deuxième jaune. Les Jackals, ils vont finir à 14 et là c'est l'enfer, mêlé en portée, des fautes dans tous les sens. Il y a Dame qui signe un triplé, ça fait match nul au moment où il marque. Et LA a gagné un match cette saison, mais ils sont quand même en train de braquer le Tchekto Stadium. Me demandez pas comment Dallas va réussir le tour de force de faire une faute à la 81e minute dans ses propres 22 mètres, mais le héros du match s'appelle Jordan Chait. On va voir les images. Le Sud-Africain qui est passé par les Sharks offre la victoire à LA. Chait qui disputait son premier match avec RFC. Il est donc décisif pour la première fois, logiquement, avec ce maillot. Et c'est une grosse recrue, parce que rappelez-vous, c'était le 10 titulaire à Seattle en finale de conf l'an dernier. Son histoire elle est assez particulière parce qu'en fait, il joue quelques mois de l'année aux États-Unis et il dispute l'Europe Super Cup avec Tel Aviv. La particularité de cette équipe, c'est qu'elle regroupe de nombreux juifs du monde entier. Et il joue en franchise avec Niall Saunders et il joue aussi l'Europe Super Cup avec lui. Donc cette charnière, elle se connaît plutôt bien. Et Jordan Chet, il a une histoire assez particulière parce que son papa était joueur de rugby et il a gagné la Currie Cup avec la Western Province dans les années 90, une époque où il fallait clairement être un boucher total. Mais il jouait numéro 10, donc comme quoi, il y a aussi Il n'y a pas que des des ouvreurs bouchers. sud-africains. Ça existe, quoi, des ouvreurs Il sud-africains. n'y en a pas beaucoup. Incroyable quand même cette fin de match de LA. J'ai d'ailleurs trouvé, moi, l'image de ce match, au-delà du premier essai du talonneur là, de LA, l'essai de Jordan Chait, la transformation et tout, moi c'est lui que je veux vous montrer. C'est le supporter de Dallas qui est heureux sur la transformation. Matez-moi, il est tout seul. Il est extraordinairement beau et vraiment seul au monde. Regardez-moi ça. Il est tout seul. Mais il Oh, est mais très heureux. je crois que lui, il a pas compris les règles, il est content de voir du rugby, mais Je bon, pense, bah, tu vois, il a rien capté de ce qui se passait, c'est pas possible. je pense que il était pas trop au courant de ce qui se passait. Mais il était fort heureux de voir cette balle passer entre les poteaux. Voilà, c'était le petit moment que j'avais vu. Est-ce que Scudari est inquiétant, Adri, pour toi? Heu, non, pour moi, c'est pas spécialement inquiétant. En vrai, on sait qu'on peut compter sur les Chacos et c'est j'ai pas envie de dire que c'est un match franchement, les Chacos, ils étaient sur une bonne dynamique pour moi jusque-là. Là, ils perdent de combien? C'est quoi? Ça finit à c'est quoi le score final déjà, Pierrot, rappelle-moi? Le score final, ils perdent d'1 point. Ils perdent, Ils perdent d'1 point? 20, ouais, 26, 29, 28? non, Ouais, ils c'est perdent 20 non, c'est 26-29, 26-29, de 39-26. 3 points. C'est vingt Ouais, Ouais, c'est ça, 26-29. c'est 29-26. Pour moi, c'est pas hyper inquiétant. Après, c'est sûr que tu perds contre Los Angeles qui est dernier de conférence et à ce moment-là, tu peux peut-être te poser des questions, te dire,
Voilà, où est-ce qu'on va finir derrière? Eux, ils sont à 28 points, Los Angeles, ils sont à 17. Mais en tout cas, c'est ce qui est important, c'est la course pour les playoffs. Ils sont 4e. Tu San Diego qui est à 2 points devant eux. On sait très Avec bien un match que de Los retard. Angeles, Et c'est ça. voilà, tu San San Diego Diego qui jouait qui pas est ce 2 points week-end, ouais. devant eux. Non, ils jouaient pas, mais ils ont que 2 points d'avance. Il reste encore, Mm. 6 journées après celle-ci, même 7. C'était la 11e journée. Il reste encore 7 journées. Je pense que c'est juste une faute de parcours pour les Chacos. Après, il faudra se rattraper. Il faut voir leur calendrier. En vrai, il est plutôt à leur avantage, moi, je pense, contrairement à celui de San Diego qui aura encore des matchs assez compliqués à jouer. Moi, je pense que pour les Chacos, ça ira. Faut juste voir si Utah se ressaisit ou pas aussi dans cette fin de saison. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit très inquiétant pour les Chacos. C'est juste une faute de parcours, à mon avis, cette défaite à Los Angeles. Les Moi, je Moi, je les Chacos, suis vois un- bien se reprendre. les Chacos, juste très rapidement, après je te laisse la parole Pierre. Seattle, Chicago, Old Glory, Utah, là-bas, et les Chats-Sabres. Voilà pour C'est le ça, calendrier. c'est ça qui m'inquiète, c'est la saison elle se termine avec deux déplacements chez Utah, qui est ton adversaire direct pour la qualif pour l'instant, et chez les Chassas. Bon, peut-être qu'ils auront lâché, qu'ils joueront autre chose, mais je pense que c'est important pour eux de terminer premier, de montrer avant les playoffs qu'ils sont vraiment très costauds. Et tes réceptions, elles sont quand même pas évidentes. Chicago qui est sur une grosse dynamique et Old Glory aussi. Donc moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est le contenu en fait. C'est-à-dire que tu te fais défoncer devant par une équipe qui est pas très bonne pour l'instant depuis le début de la saison. Et les Jackals, en plus, à la maison, ils sont en galère quoi. Donc c'est pas un avantage de jouer chez eux. Cette année, ils ont perdu contre San Diego à la Piole, ils ont perdu contre Nola, ils ont perdu contre Houston à la maison. Ils ont arraché la victoire contre Utah. C'est leur seul, hein, Clairement, d'ailleurs. jouer à la Piole, c'est pas facile, tu vois. Donc, c'est pas enfin, quand tu regardes le calendrier, je suis un peu plus inquiet parce que tu te déplaces chez des gros et tu reçois des bons et t'es nul à la maison. Bon, après, comment leur en Euh, vouloir quand ton stade il est aussi dégueulasse? Ah, C'est ouais, mais vilain, ça hein. me C'est vilain. c'est ce qu'on disait. Moi, je suis pas sûr que de jouer chez eux, ce soit forcément un avantage pour eux, quoi. Ah ouais. Se Et déplacer, ça, c'est peut-être pas tant un problème que ça pour eux, hein. Ouais, il faut voir. Moi, je pense ouais. que Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup chez les Chacos, c'est les troisième lignes. Vraiment, la troisième ligne, à chaque fois, je trouve qu'il y a vraiment des mecs qui sont très très bons. Là, je crois, sur cette, on a vu l'essai là de Samuel Touifoua, notamment. Mais Makinali Khan, on l'a vu inscrire des très beaux essais et tout. Je trouve qu'ils ont vraiment une belle troisième ligne, c'est assez mobile et tout. Et Bah, le meilleur en plus, c'est Giro Gomez-Vara, qui est parfois capitaine et qui est vraiment pas mal du tout. Et Ben Fry, qui est peut-être moins clinquant que certains, mais qui est un très bon joueur aussi. Je me demande s'il est international gallois, Ben Fry. Je vais regarder ça. J'ai un doute sur le fait qu'il ait pu avoir les caps, mais c'est un vrai bon joueur. Après, le truc, c'est que. Non, il est international U20, que U20. Le problème, c'est pas la troisième ligne, c'est ta première ligne. Quand tu vois que Zeiss, il prend un rouge parce qu'il est en sur-régime alors que ça va pas très vite, et que devant, tu te fais retourner le cul, c'est un vrai problème, quoi. Parce que bah, tu vas pas gagner des matchs de phase finale sans une grosse mêlée et sans un paquet solide, quoi. Donc bon, j'ai l'impression que la marche est un petit peu haute pour les Chacos qui sont à leur place, quatrième. Je trouve que c'est leur place, quoi. On va voir si ça va tenir parce que justement, on l'a dit, tu ouvres la porte avec cette défaite à Utah. Et justement, mon Pierrot, c'est encore ton deuxième match parce que on le sait maintenant, c'est un peu ton équipe, une équipe frisson. Il y a un petit lien qui s'est créé avec cette équipe Ouais, de Miami de qui donc Miami, ouais. accueillait Utah. Un match assez particulier, hein. Bah, déjà, il y a eu un gros démarrage de Miami avec mon bébé Ardao qui va conclure le premier essai du match. Le capitaine uruguayen qui est juste trop fort. Les Sharks qui vont mener 20-0 avant l'essai de Havili, le troisième ligne remplaçant, qui va permettre à son équipe de relancer.
puis essai de Paella, mais globalement, Utah, ils viennent mourir à un petit point. Mais honnêtement, l'écart, il était beaucoup plus important que ça. Je vous dis, Miami, en 20 minutes ou une demi-heure, ils mènent 20-0, il n'y a pas photo. Et c'est assez bien payé de finir à un point. Les Sharks, là, ici, une quatrième victoire cette saison. À l'inverse, Utah, bah, ils vont enchaîner avec une deuxième défaite. Mais c'est bien plus inquiétant dans le contenu que la défaite face à Houston, où là, Utah avait vraiment réalisé une seconde mi-temps vraiment encourageante. Là, pas du tout. Ils reviennent sur la fin, mais c'est vraiment parce que Miami a levé le pied. Moi, j'ai l'impression, il y a un truc m'interroge et me fait peur, moi, en tant que fan des Warriors, vous le savez, c'est les entames de match. Elles sont tout le temps cataclysmiques. J'ai l'impression que au bout d'une demi-heure, ils ont toujours 20 ou 30 points de retard et après ils se réveillent. Adri, c'était déjà le cas la semaine dernière à Houston. Tu fais quoi Ouais. pour renverser ce genre de situation? Alors, honnêtement, c'est tout simplement moi de la préparation, mentale, hein. Je vois pas d'autres raisons à ça. Tu peux pas rentrer dans un match, un match c'est 80 minutes. Si tu rentres dans ton match, qu'en deuxième mi-temps, c'est compliqué d'aller chercher des victoires et je vois pas, autre chose qu'une mauvaise préparation mentale. Enfin, tu rentres mal dans ton match, c'est tout simplement à l'entraînement qu'il faut bosser dessus. C'est avant ça, il faut que tu rassembles tes joueurs, que tu leur dises un match est 80 minutes et si tu commences forcément le match, bah, à la 40e et là, en l'occurrence, même pas, ils ont commencé le match, du coup, ils ont commencé à jouer à la 70e minute. Tu peux pas gagner des matchs en rentrant dans ton match à la 70e et c'est tout simplement mental pour moi. Il y a pas d'autre raison à ça. C'est impossible, de rentrer dans ton match en étant, en dilettante. Eux, ils rentrent dans le match et tu as l'impression que, ils veulent pas jouer. Et ça, c'est évidemment un problème. On est passé très vite sur le résumé de ce match parce qu'il y a en fait beaucoup de choses à dire et on vous a isolé tout ça. Pierre, je me retourne vers toi. Il y a eu à peu près quoi? 72 cartons? Ouais, il y en a eu beaucoup, beaucoup, et il y en a eu un que j'ai absolument pas compris. Je vous explique rapidement. En fait, il y a un carton rouge qui va être distribué. Euh, c'est pas tout à fait la même confiture parce que on commence avec une embrouille toute naze. Hein. Luke Rogan, qui est considéré comme le meilleur arbitre aujourd'hui américain, je trouve qu'il a surréagi. Ça part un tout petit peu en sgeg, mais il va mettre carton rouge à Matthews Jensen. Je comprends pas trop pourquoi. Lui, il dit oui, on a vu un coup de pied, j'ai été alerté, machin, il lui met rouge. Mais moi, je vois rien. On a beau zoomer, regarder. Bon, Rien du tout. peut-être Moi, qu'il lui met une je vois rien non tartine, mais plus. je vois rien. Et on est d'accord, normalement, en MLR, rouge, c'est dehors 20 minutes. Tout à Et fait. normalement, après ça, tu reviens pas. Il va quand même mettre un carton jaune à Rick Rose qui s'est agacé sur l'action. Bon, ok. C'est un des 4 cartons jaunes de Miami. Thomas Cubelli, 89 sélections avec l'équipe d'Argentine, lui aussi va prendre un jaune, tout comme Ardao. Mais si vous avez été attentif là aux images qui viennent de passer, vous avez vu qui on voit sur le terrain de nouveau? Bah ouais, c'est notre copain Matthew Jensen qui est de retour. On va bien le voir là, qui Ouais, saute, je crois. on va le voir Là, alors, sur la prochaine touche. Ouais. C'est ça, exactement. voilà. Là. Non. Alors, faut qu'on m'explique parce que j'ai dû louper un épisode. Parce que le rouge de 20 minutes, je trouve ça pourri. Voilà. Le rouge de 20 minutes pour brutalité, encore plus. Mais le rouge de 20 minutes pour brutalité et le mec revient quand même. C'est non seulement contraire à la règle, mais c'est très con. Donc je ne comprends pas ce que j'ai loupé. Est-ce qu'il y a une règle, une mise à jour que j'ai pas vu passer? Ou est-ce que c'est une connerie? Moi, je pense que c'est une bêtise. Je pense que l'arbitre a déconné. J'imagine qu'il y a une bonne raison, mais je l'ai pas. D'autant que la règle officielle, c'est qu'un joueur qui a pris un carton rouge ne peut pas revenir. Il doit être remplacé au bout de 20 minutes et passer devant une commission de discipline. C'est écrit noir sur blanc dans le règlement que je me suis frappé, il fait 71 pages de la MLR. Donc voilà, j'ai pas d'explication sur ce carton rouge et surtout j'ai pas d'explication sur le pourquoi il est revenu. La seule peut-être piste qu'on pourrait suivre, c'est qu'il a déjugé son propre carton rouge en disant en fait je me suis gouré, il l'a pas vraiment savaté et donc ça se transforme en jaune et il revient. Bon, Mais c'est vrai je sais qu'on n'a pas, pas j'en la sais pas réponse. Hein. plus. C'est vrai qu'on n'a pas Non, du j'en tout la sais pas réponse. plus. Est-ce que comme il met un jaune juste derrière, il s'est dit, bah tiens, j'ai mis un jaune, mais je sais pas. Par contre, il y a un truc qui m'interroge aussi, c'est qu'ils ont pas de poche, les arbitres. Leurs cartons, ils les ont Ouais, dans dans les la chaussette. chaussettes. Ouais. Ouais, grave. En plus, ils en mettent un paquet. Donc, ouais, j'aurais trop. En plus, moi, je jouais chaussettes basses, alors je pourrais jamais arbitrer là-bas. Mais j'avais l'élégance, tu vois. Chaussettes basses, main comme as, dégaine chelou. C'est- Bah, je pense que c'est juste une erreur, hein, moi, de la part de l'arbitre, hein. Je vois pas d'autre solution, en vrai, je vois il y pas autre a il y chose. a aucun point il y a aucun point de règlement, qui peut, justifier le fait que, un joueur qui ait pris un rouge rentre sur le terrain, à part une erreur de l'arbitre.
ou une omission, je sais pas, mais ce que je comprends pas, c'est que même quand tu es l'autre équipe, quoi, et que tu vois le mec revenir Tu le sur le vois terrain, revenir. Ouais, non, mais Bah oui. tu le bien vois sûr. quand même. Enfin, il est pas, surtout qu'il est pas forcément discret, quoi. Oui, on Ah parle bah d'un non, et deuxième puis latte quand c'est même, une hein, le mec fait star. 2 mètres. C'est quand même un grand gaillard, quoi. Donc tu sais qu'il a pris le rouge et qu'il est sorti, et pourtant tu dis rien à l'arbitre. Donc Bah, je trouve après, que peut-être c'est assez bizarre. peut-être qu'il y a eu réclamation. Pour l'instant, j'ai rien vu passer à ce sujet-là. Je sais juste que Matthew Jensen, c'est un des gros teneurs du pack américain. Il a quelques sélections avec les Eagles. Je suis pas sûr que ça joue en sa faveur parce que carton rouge, ça veut dire commission de discipline et il sera peut-être suspendu quelques semaines si le coup de pompe à un gars au sol est avéré. Parce que c'est ça que je crois déceler dans la communication arbitre. Il lui dit ça. Après, l'arbitre de la rencontre, là, je l'ai trouvé, Luke Rogan, très moyen. Parce qu'en fait, Dépassé, le hein, non? carton jaune. C'est pas Comment? la seule erreur. En plus, il me Dépassé, semble qu'il y a un dépassé, moment où non? il Un petit cible le peu. Il a carton perdu le rouge. fil du match, j'ai l'impression, moi. Bah ouais, j'aime pas trop critiquer l'arbitrage parce que je trouve que c'est trop à la mode et qu'on en fait trop autour de ce truc-là. Et puis au final, Miami, ils en ont rien à cirer parce qu'ils ont gagné. Mais il y a des cartons qui m'ont paru super Enfin, tu vois, le carton sur Kubeli, tu peux. Ok, il y a faute peut-être. Peut-être aussi que le ballon est sorti. Lui, il estime que le ballon n'est pas sorti. Kubeli, il a 35 ans, 90 sélections avec l'équipe d'Argentine. Je le vois pas faire une faute aussi débile à ce moment du match. Tu vois, et donc il y a le carton, je le trouve hyper sévère. Pareil, il y a essai de pénalité plus carton jaune. Bah ça, c'est la règle qui veut ça, mais j'ai trouvé que c'était très sévère pour Miami. Le rouge qui revient, j'ai trouvé ça bizarre. Et puis après, dans sa communication, même quand il met le jaune à Rick Rose parce qu'il a réagi, Rick Rose, que ce soit le rouge pour Jensen ou le jaune pour Rick Rose, personne ne comprend ce qui s'est passé et va dire, ah ouais, ok, bon, je vais déconner. Alors là, le body language me fait dire que peut-être que cette situation-là, il l'a mal appréhendée. Après, il n'y a rien de dramatique, hein. Le match était plutôt agréable, surtout parce que Miami a fait 45 très bonnes minutes et a marqué un essai de ouf. Oui, c'est battu. Très très belle transition. Qu'est-ce que C'est tu un es fort. métier. Qu'est-ce que tu es fort, Pierre Amiche. Parce qu'évidemment, il y a quand même eu un peu de beau jeu. Il n'y a pas eu que des gros essais et des cartons. Il y a eu cette magnifique réalisation signée Videla. On va la vivre tout d'abord dans les conditions du direct. On vous mettra quelques ralentis. Puis on va s'arrêter sur cet essai parce que c'est l'essai de la semaine, mon Pamiche. Eh oui, c'est un essai suite à une touche déviée. Ardao qui va aller chercher son œuf, qui vient attaquer une zone pour arrêter la défense. Il trouve Oytomen en plus 1 qui vient jouer son 2 contre 1. Il n'y a rien à dire, ça va vite. On va quand même prendre le temps de souligner plusieurs choses. Je vais vous laisser regarder, mais la défense n'est pas très structurée, c'est vrai. Mais on a un leurre de Nick Grieg qui fait peut-être faute, hein, mais qui vient arrêter la défense totalement en faisant mine de jouer main-main avec son neuf. En faisant cette course, il fait pas que arrêter la défense, il pousse aussi Nick Souchon, qui est le talonneur, à venir juste resserrer un tout petit peu. C'est un bon joueur, hein, c'est un Néo-Zélandais plutôt correct, mais il va y ouvrir un énorme intervalle à l'intérieur de Joe Loxon, qui est trop loin, qui peut quasiment pas ralentir les DD Sharks. Et puis après, il y a un gars qui est quand même à un niveau vraiment au-dessus, c'est Santi Videla, qui va réagir très vite et qui va venir sortir à hauteur de son ailier, alors que l'ailier, je te le dis, est plein de balles. Et donc ça donne un essai vraiment chouette à regarder. Oh, on me dit qu'il y a la pub et que c'est le bad timing de ouf. Ouais, Eh ouais, ben, on va reprendre. on va reprendre, on va reprendre. On va le relancer parce qu'on est là comme ça. On va, on va le revoir tranquillement. On va le revoir Désolé, tranquillement. Anto. Ah, Bon, en mais tout cas, voilà, il faut, vous allez pouvoir regarder ce qu'il faut regarder. il faut bien vivre. Il faut bien, faut bien payer les gens, hein. Ça coûte cher. Vous savez. Qui? Je Quel sais, genre? je sais plus. Non, mais pas vous, d'autres, Qui, d'autres Ah, personnes. qui ok. sont, qui sont Ouais. ces gens? Oh, non, parce que s'il y en a un qui est payé et pas l'autre, il faut le dire. Je, non, non, regarde, les images sont parties, alors on n'a plus le temps. Voilà. Donc là, vous voyez la sortie main à main de Santi Videla qui va quand même à 10 000. Et puis derrière, la différence est faite. Il n'a plus que 20 mètres à faire en courant. Et puis la défense est à l'agonie. Utah qui défend pas très bien, mais l'attaque de zone est vraiment super. Et puis Ouais. Ardao, il porte juste ce qu'il faut. Pareil pour le 9 qui porte juste ce qu'il faut. Et j'aime beaucoup cette charnière qui est une des plus sexy chocolats sur le papier. Donc voilà, Santi Videla, très bon joueur, et Thomas Inciarte, très bon joueur aussi. Quand tu rajoutes Echeverry et Nick Grieg, on a une ligne de trois quarts qui est très plaisante, quoi.
quand il va dépasser, là, l'arrêt sur image est normal, hein, vous inquiétez pas, on a mis pause. Là, il va y avoir un nouvel arrêt quand il dépasse. Regardez, il y a quasiment toute l'équipe de Utah qui est passée. Et on voit Videla derrière, qui est un petit peu caché là par un joueur de Utah, qui va débarquer. Ça, c'est sentir le jeu, Mais ça. et puis il y a l'instinct de Videla et il y a aussi le super jeu de Hoytomen parce qu'il ralentit sa course juste ce qu'il faut aussi. Tu vois, parce qu'il aurait pu Ouais. être une bête à foin et taper dans le dernier défenseur et essayer de passer les bras. Mais il a le petit geste et il ralentit juste à peine sa course pour permettre à Videla de sortir. Donc bah, c'est super bien joué. Voilà. Très très belle victoire du coup de la part de Miami dans un match, on l'a dit, on l'a répété, un petit peu particulier, mais c'est aussi ce qui fait, on le rappelle, le charme de cette MLR. Euh, on va juste très rapidement. Elle était importante en plus, cette victoire pour Exactement. Miami, hein. Ça leur permet de ne pas se faire, distancer trop au classement dans la conférence qu'on verra tout à l'heure, mais c'était une victoire extrêmement importante et qui était loin d'être acquise, hein. Est-ce qu'on croit encore à la quatrième place? On répondra tout à l'heure parce qu'on verra le match d'Old Glory qui jouait à Chicago, une des équipes en forme. Utah manque le coche. Est-ce que c'est une défaite inquiétante? Pierre, tu disais que oui. Euh, j'ai l'impression quand Bah, même que cette équipe de Utah, elle ira pas chercher Dallas là. ce qui est étrange, c'est la dynamique de Utah est pas très bonne. On parle souvent de dynamique, hein, ça fait plusieurs fois que le mot revient, mais parce que c'est important dans une équipe, surtout, plus la saison avance, plus l'effet snowball il peut être important. Les victoires entraînent la confiance entraîne le fait de pouvoir gagner de nouveaux matchs. Là où en plus, je te l'ai dit, hein, ils sont heureux de revenir à un point, parce que l'écart il est Oui, vraiment plus important. Parce que Miami a levé un peu le pied et Utah, bon, ils ont eu le courage d'aller chercher un bonus, mais c'est pas terrible ce qu'ils proposent. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que Utah, ils sont à leur place aussi. Leur chance, c'est qu'ils vont recevoir les Chacos. Ça, c'est un vrai truc positif. Et j'ai envie de donner du crédit à Miami plus que de taper sur Utah, parce que pour aller battre Utah avec un jeu plaisant, j'ai vraiment bien kiffé Miami, quoi. allez, on va passer à un autre match. On va accélérer, il nous en reste deux à voir parce qu'on parle beaucoup, on aime ça évidemment, mais certains ont un train à prendre. On va passer sur un des gros matchs de cette semaine et on va aller voir l'équipe de la semaine. C'est Nola Gold, la Nouvelle-Orléans, qui accueillait Seattle, l'équipe de Cyprien. Adri, c'est à nouveau ton tour. Et j'avais dit, du coup, bah, que Seattle allait être nul. Ouais. Ça a plutôt bien démarré, mais Est-ce que ça s'est vérifié? Eh beh, je crois bien que oui. Après, ils commencent bien la rencontre, hein, Seattle. Ils commencent extrêmement bien la rencontre avec, notamment cet essai là de leur arrière international namibien d'Ivan Rosso. C'est eux qui ouvrent le score. Du coup, ça fait 7-3 pour Seattle à la 12e minute et ils continuent à pousser, hein, notamment, en s'appuyant, beh, là sur un môle porté. On retrouve, leur arrière, hein, JP Smith, le numéro 9 sur DAF qui vient mettre du coup le deuxième essai de la rencontre à la 19e minute. C'est super facile, hein. D'ailleurs, là, on voit qu'il est parti au ras du rock. Ensuite, on va continuer, hein, évidemment. Nola, on sait ce qu'ils font. Ils s'appuient sur leurs avants, notamment là avec le c'est numéro peu de le 5. dire. Puis ensuite, ouais, ouais, bah, ils font que ça, hein, s'appuyer sur leurs avants. Ils ont un énorme pack là. D'ailleurs, leur numéro 7, hein, qui va pouvoir aller aplatir, c'est Jonah Mahu, hein, le numéro 7. Lui, c'est un buffle, hein, il fait 1,83 m, 110 kg. Donc ensuite, la mi-temps, deux essais marqués en force pour Seattle et pour New Orleans. Et puis là, on va voir l'action peut-être euh, qui peut Alors, porter, essai ou pas qui essai peut selon vous? porter préjudice à Nola. Est-ce qu'il y a essai ou pas essai? Euh, c'est compliqué à dire, hein. Pour moi, il y a pas. Et je pense que c'est la bonne décision. On n'a pas d'image en fait Claire. qui nous montre que ouais, il n'y a pas d'image claire, hein. On l'a vu notamment avec l'équipe de France face à l'Écosse. Là, il n'y a pas d'image claire. C'est Luke Campbell, hein, qui était censé aplatir. Pour moi, il est bien retenu. Il y a sûrement une main qui vient se mettre sous le ballon. Il n'y a pas d'image claire. Et ensuite, Benola qui pousse, hein, avec ses avants, des rucks portés, des mauls, essai de Callum Botchar à la 64e. Et ensuite, nouvel essai de Callum Botchar, donc le doublé pour l'international canadien. Lui, 1,95 m, 120 kg, il venait de rentrer en jeu. Donc Nola qui prend l'avantage en 32-24. Et finalement, c'est Seattle qui
fait un dernier run en fin de match avec le doublé du coup pour Dylan Russell. Donc on aurait le doublé dans ce match. Mais c'est pas suffisant. Donc victoire 32-31 de Nola Gold face aux Seahawks de New Orleans. Face aux Seahawks, donc, franchement de Seattle, pardon. Grosse victoire de Nola, hein. C'était un match équilibré sur le troisième de la conférence Est face au deuxième de la conférence Ouest. Et du coup, Nola qui enchaîne hein, avec une deuxième victoire. Il s'était relancé la semaine dernière face à Anthem, bah, comme toutes les équipes à peu près. Et finalement, ben, les Seawolves là, qui s'inclinent hein, contre le troisième de l'Est. Défaite quand même importante parce que, il fallait aller la chercher. Et du coup, ça permet à Houston, hein, au chat sabre, de prendre un peu le large en tête de la conférence Ouest. Ouais, exactement, 32-31. Double bonus quand même pour Seattle. Je vois Zumuki qui pose la Ouais, question. Quels sont les 3 chiffres sous les noms des clubs? Je vais vous remettre le début du match pour ceux qui voient. Là, au niveau du score, on C'est le voit bilan. 4-4-0. C'est le bilan, exactement. Victoire, défaite et match nul après. Puisque, bah, évidemment, hein, dans le rugby, il peut y avoir des matchs nuls. C'est arrivé. Old Glory, je crois, a fait 2 nuls cette saison. Me semble-t-il, si je dis pas de conneries. Mais voilà. Défaite, on a l'impression que cette équipe de Seattle, elle a du mal face aux équipes qui ont des gros packs. Et ça peut être préjudiciable sur un ouais. match de phase finale où bah, le jeu est quand même un peu plus fermé, non? À voir si ça peut, si le jeu est plus fermé en phase finale. Je suis même pas certain de ça. Après, oui, on sait que Nola, c'est leur énorme force, hein, on le disait, ils ont un très très gros paquet d'avant. Il y a des joueurs. Ils ont deux trois joueurs à plus de 120 kilos. Leur numéro 7 là, comme on l'a dit, Mahu, qui est australien, il est rapide et il va vite. Mais c'est une équipe qui s'appuie sur son pack d'avant. On a vu hein, là 4 essais partout. Les 4 essais de Nola, ils sont devant. C'est des mauls portés, c'est des séances de pick and go. Et c'est vrai que les Seawolves jusque-là ont du mal sur ces séquences de jeu. Après, est-ce que ça va leur porter préjudice en phase finale? Je sais pas. Je sais pas si c'est là-dessus que ça va jouer. Je suis pas certain. Nola entraîné par un bréviste, nous dit The Mookie, bien sûr, Nicolas Godignon, qu'on espère avoir bien évidemment. Très rapidement, Pierrot, avant de passer au dernier match, est-ce que c'est une équipe qui ressemble un peu à ce qu'aime pratiquer Nicolas Godignon? Bah souvent, Nicolas Godinho, il a fait avec ce qu'il avait, tu vois. Il a pas. C'est difficile d'imposer ta patte dans une équipe quand t'as pas beaucoup de moyens pour le faire et pas beaucoup de temps. Là, en plus, lui, il est pas head coach, il est assistant. Tout à fait. Ce que je peux te dire sur cette équipe-là, ça va être une redite, hein, c'est que devant, ils sont très forts et que derrière, ils touchent pas beaucoup de ballons. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont une charnière de ouf sur le papier. Will Campbell, Dorian Jones, c'est peut-être une des meilleures charnières qu'on peut espérer sur ce genre de compétition, on va dire. Parce que les deux, c'est des internationaux, les deux, c'est des joueurs pleins d'expérience, les deux, c'est vraiment deux forts joueurs. Et d'ailleurs, si tu retires Dorian Jones à cette équipe, il n'y a pas grand-chose de sexy à Nola. Donc, c'est une grosse victoire parce que quand tu prends juste l'effectif de Seattle, c'est pas les effectifs qui gagnent les matchs, hein. C'est pas sur le papier, tu peux toujours être plus fort et faire n'importe quoi. Mais tu vois, tu as quand même Dan Krill, c'est le frère jumeau de Jesse Krill, qui a à peu près les mêmes qualités de puncher. Tu as Curry Drani, qui a fait une finale de Coupe du Monde, qui est monstrueux. Tu as Tony Poulou, qui est très dense. Tu as Divan Rousseau, qu'on a vu, qui est un très bon joueur, qui a le niveau, sinon top 14 au moins pro des deux. Mac Mason, le buteur, qui est un bon joueur. Les battre, c'est peut-être une victoire référence pour Nola. C'est en tout cas ce qu'on peut leur souhaiter. Et Nola qui se relance. Et justement, on va aller voir le dernier match parce que ça les concerne, puisque c'est 100% conférence Est. Alors, c'était un match infamissime entre Chicago et Old Glory. Les chiens qui étaient sur une superbe série de 4 victoires. Ils venaient de gagner à New England. Et vous allez voir ce match qui. Eh bien voilà. Si vous aimez le beau jeu et et les passes et les traversées de terrain, bah vous êtes servi parce que vous n'êtes pas le bienvenu. Voilà, premier essai en force. Voilà, avec les gros. Et en plus, les Américains, ils aiment bien ce genre d'essai. Alors, ils mettent des ralentis. Voilà, parce que c'est important de bien regarder ce genre de choses.
Et c'est Old Glory qui va mener quasiment tout le match. Alors me semble-t-il de Facundo Gatas, en tout cas c'est à lui qu'il est attribué. Et Chicago qui va courir après le score, je le disais, pendant tout le match. Ça va réagir assez vite avec le premier essai en force, l'égalisation. Mais vous le voyez, hein, 7-10, ça va osciller du côté de Chicago entre le pas mauvais et le très très nul. Il y a quand même des belles réactions, on le voit, il y a cet essai en force signé du numéro 12, Cash Malouya. Mais vous voyez, Old Glory va reprendre l'avantage, va être mis sous pression de cette équipe de Chicago. Et en deuxième période, ça va être des cartons dans tous les sens. Là, c'est Nick McCarthy qui en prend un. Puis derrière, ça va être Mac Jones, le numéro 7, qui va en prendre un suite à un appel à la vidéo. Et donc 14-22 pour Old Glory, qui en plus est en supériorité numérique, mais qui va quand même encaisser un dernier essai à la toute fin. Regardez, 81e minute. Vous allez voir. Et c'est Mark O'Keefe qui va aller à l'essai pour offrir le point de bonus défensif à Chicago. Troisième défaite cette semaine d'un seul point. Chicago qui est donc battu à domicile. C'est une surprise. Il n'y a pas grand chose à retenir de ce match techniquement parlant, rugbystiquement parlant. Par contre, je sais Pierre que tu as une petite histoire sur justement Facundo Gatas qu'on a vu à l'image tout à l'heure, le talonneur d'Old Glory. Bah déjà, c'est un joueur polyvalent qui est capable de jouer pilier au talonneur, qui est international uruguayen, qui est même un des joueurs majeurs de cette équipe uruguayenne avec 40 sélections. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait des choix de carrière en fonction de ses études. C'est un mec qui suit des études, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle administration des affaires. Donc je sais pas, je l'ai traduit littéralement, mais en gros, c'est apprendre à gérer une entreprise. Et c'est une sorte de DRH méga musclé. Et pour ça, il a suivi des études. Et donc, il est d'abord parti en Argentine pour signer à l'Indy Club. Il est revenu à Peñarol parce que là, c'était l'intersaison, entre guillemets, les vacances, quoi. Il est venu à Old Glory pour poursuivre ses études dans cette branche-là à l'université. En gros, clairement, lui, le rugby, c'est un truc en plus dans sa vie. Et ça fait penser à une démarche très sud-américaine, parce qu'il faut savoir qu'en Argentine, en Uruguay ou au Chili, c'est des sports universitaires. Et donc, la plupart des joueurs qu'on voit évoluer au top niveau, c'était encore plus vrai il y a une dizaine d'années, parce qu'aujourd'hui, il y a des exceptions. Mais ce sont pour la plupart des gars qui font des hautes études, des doctorants. Par exemple, on se rappelle de Rodrigo Roncero, spécialiste des maladies infectieuses, Felipe Contepomi, qui est chirurgien orthopédique. Enfin, il y a des trucs complètement démentiels, et Facundo Gata, c'est dans cette droite lignée des joueurs de rugby plutôt futés qui suivent des études longues. C'est pas Marcos Kremer, il a pas forcément Non, il a pas suivi cette voie lui. garçon boucher, je crois. Ah oui, d'accord. Après, il faut de tout, hein, évidemment. Ouais. Quel âge il a, on demande dans le chat, Pierrot. 28 ans. 28 ans, voilà. Bon, il est 28 ans, ouais. ouais, donc Il va en sur ses plus, 29. c'est pas un vieux joueur, mais en même temps, s'il fait encore des études, même s'il y a des reconversions, hein, bien évidemment, mais voilà, c'est Ah, et important puis, d'avoir ces petites histoires. Vas-y. il est un peu limité, en fait. Tu vois, là, c'est le meilleur niveau auquel il pourrait prétendre. Et il bénéficie aussi de sa polyvalence parce qu'il joue autant pilier que talonneur. Et ça, c'est des choses pour des équipes type Uruguay, que c'est hyper précieux, en fait, dans un collectif. Tu vois, par exemple, la Roumanie, un temps, c'était Marius Tinku qui pouvait jouer les deux. Tout à fait. Je pense qu'il a 80 sélections parce qu'il est grave fort, mais aussi parce que il vaut mieux avoir un joueur polyvalent et trouver un mec à côté à qui tu peux l'associer, quoi. Je sais pas si je suis très clair, mais en gros, il vaut mieux avoir un bon Ah joueur et tu si, le fais jouer à n'importe quel poste et tu trouveras un joueur moyen pour l'accompagner. c'est précieux pour toutes les équipes ça, hein, on le voit aujourd'hui, surtout, quand on te restreint, les groupes et les listes, comme on a pu le faire là, à la dernière coupe du monde. La polyvalence, c'est aujourd'hui un des points, Ah, c'est une arme. les plus importants quand tu fais une feuille de match, ouais. Et a fortiori pour les petites équipes, tu vois, Manuel Ardao, il peut jouer talonneur et 8 et 6 et 7. Et tu vois, bon, c'est comme Perto Movaca, en fait. Ouais, c'est ça, c'est des C'est mecs vrai. que tu Bah, je peux. pense à lui. Tu vu? Ah, bien, bien. Le meilleur d'entre nous, évidemment. Un petit coup d'œil rapidement, messieurs, et vous dans le chat sur les résultats de cette semaine 11. On parle en semaine, évidemment. En MLR, les succès à l'extérieur de Houston, de Los Angeles et d'Old Glory, respectivement Anthem, Dallas et Chicago. Le succès de Nola face à Seattle et de Miami face à Utah. 3 succès avec un seul point
d'écart. Il y a même la victoire de Los Angeles qui est très courte également. Voilà, donc des scores vraiment très serrés. On va passer rapidement justement sur ces classements parce que c'est là que c'est le plus important. La conférence Est où New England n'a pas joué pardon, cette semaine qui, eh bien, du coup, voit Chicago revenir sans revenir. Nola qui se relance et qui revient juste derrière les Chiens. Et puis Old Glory et Miami qui ont gagné. Je posais la question tout à l'heure, très rapidement, Adri puis Pierre. Est-ce que Miami peut espérer quelque chose ou la victoire d'Old Glory fait que de toute façon, là, c'est trop tard? Vas-y, Pierre. Bah, ça paraît un peu short, tu vois. C'est-à-dire que même si le problème de Miami, c'est que c'est une franchise toute neuve avec très peu de vécu collectif. Donc forcément, plus la saison avance et plus le collectif est bon. Malgré tout, je pense que ça risque d'être un peu court. Si on regarde le calendrier de Miami, euh, ils vont chez les New England Free Jacks. Je suis pas sûr que, enfin, pardon, ils reçoivent. Je suis pas sûr qu'ils gagnent. Euh, En fait, ils ont un calendrier pas trop mal et le juge de paix, c'est les deux derniers matchs, comme beaucoup de calendriers, où ils reçoivent Old Glory et ils se déplacent à Chicago. Est-ce qu'ils seront encore en capacité de se qualifier à ce moment-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils rencontrent pas, il y a pas de rencontre directe enfin, Old Glory, ce sera vraiment le juge de paix. Voilà. Je pense que s'ils battent Old Glory, ils peuvent rêver à ce truc-là. Mais ça paraît être super dur. Adri? Moi, je suis assez d'accord. Ouais, je suis assez d'accord avec Pierre. Je pense que ce sera trop compliqué pour Miami cette saison. All Glory, il reste sur 2 victoires assez importantes. On parlait de dynamique tout à l'heure. Je sens que c'est une équipe qui prend aussi de la confiance, même si Miami c'est le cas, il y a quand même encore 7 points d'écart. 7 points d'écart, c'est assez conséquent, C'est hein, beaucoup. à 7 journées de la fin, c'est beaucoup 7 points d'écart. Je pense que ce sera trop juste pour Miami cette saison. Après, ils ont des bases solides. Enfin, ils commencent à avoir des bases solides pour la saison prochaine. Et je pense que ce Ouais. sera justement assez intéressant de les suivre la saison prochaine. Là, ce sera encore trop juste pour cette nouvelle équipe, à mon avis. Mais je pense qu'il faudra compter sur eux la saison prochaine pour les playoffs. Allez, très rapidement, le classement à l'ouest. Houston qui a donc désormais 4 points d'avance sur Seattle. Pour ma part, je pense que, bon bah, très rapidement, est-ce que la première place est assurée? Moi, c'est mon avis. Mais selon vous? Moi, Bah, je pense que oui, je pense que oui. Je pense que la première place pour Houston est assurée et surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est incroyable pour cette équipe de Houston, c'est qu'ils ont une profondeur d'effectifs hallucinante. Tu as des joueurs qui ont fait les 7 premiers matchs, qui avaient mis genre 6 essais ou 7 essais, je crois, comme David Kodzer, qui est pas là depuis 2 semaines. Et puis derrière, tu as des gars qui peuvent parfaitement les remplacer. Franchement, c'est un vivier de joueurs vraiment incroyable et je vois pas comment Houston peut baisser En fait, j'ai l'impression qu'ils montent en puissance plus qu'ils baissent de régime, contrairement à une équipe comme Seattle qui est peut-être un peu moins impactante qu'en début de saison. L'équipe de Houston ne fatigue pas et je les vois pas perdre cette première place. Ok, le plus gros duel de toute façon ce sera entre Dallas et Utah pour la quatrième place qualificative pour les playoffs. Ça va continuer ce week-end. Le programme avec Anthem Los Angeles, Nola Gold Utah, San Diego New England, Houston Chicago et Dallas Seattle. Bon, il n'y a pas Miami, mais il y a Dallas. Il y aura les Chaco, mon Pierrot, donc tu vas certainement suivre ce match. et imaginez que Los Angeles gagne son match en retard, comme toutes les équipes face à Anthem avec le bonus. Il reviendrait dans la nuque de Utah et pas très loin de Dallas. Donc ça veut dire vraiment que la conférence Ouest, elle est ultra serrée. Du 3 au 6, tout le monde peut rêver. Ouais, Là, exactement. ça les ferait revenir à 3 points de Ouais, Utah. Ah ouais, et Utah va à Nola, donc ça va être très compliqué. On sait que devant c'est un petit peu dur pour Utah, donc attention. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On va rapidement filer. On va laisser Pierre Amiche partir. Il a un train à prendre, mais il a ouais. été gentil. Il est bien resté avec nous jusqu'au bout malgré mes galères aujourd'hui encore pour lancer cette émission. Comme toujours, on est Il n'y a pas parti en retard. d'émission sans galère. Il y a pas, c'est vrai, Impossible. paraît-il. Euh, Impossible. donc voilà. Merci Galère encore. sans émission, ça marche aussi ou pas? Non.
Je crois que ça marche pas dans ce sens-là. Salut à tous, très belle. Merci d'avoir été là, Adri. Merci d'avoir été là, Pierrot. On se retrouve eh bien, dès la semaine prochaine. Alors, pas à la même heure, ça c'était exceptionnel, mais même endroit en tout cas, pour suivre cette compétition encore, cette MLR qu'on aime tant. On vous souhaite une très très belle fin de journée et rendez-vous dès demain sur la chaîne évidemment, puisque demain on repasse sur le tennis, le trophée Clarins, avec Diane Paris, Alizé Cornet, Emma Navarro, Simona Alep ou encore Sloane Steven. Voilà, beaucoup de Françaises et des vainqueurs de Grand Chelem, donc c'est pas mal. Il y a un beau plateau. On se retrouvera évidemment de demain jusqu'à la finale ce dimanche. Salut à tous. Et puis évidemment, on va se quitter avec l'hymne américain. Je pense que c'est de circonstance. Allez, salut à tous. Allez, ciao!